ressemble à Fellaini, mais franchement, c'est pas gentil. Hein. À la limite, je préférerais qu'on me dise que je ressemble à Mohamed Salah. Pour moi, idéologiquement, je suis plus proche de lui. Yeah. Négritude, blackout, lyricisme. Salut Yacine. C'est Ibrahim. Bienvenue chez Espoir Essentiel. Merci Et beaucoup. Urban Street Podcast aussi. Merci beaucoup pour votre invitation. Alors la première fois que je t'ai rencontré, c'était après une projection à la Sorbonne. Et quand j'ai écouté... C'était à Sciences Po. À Sciences Po. Ouais. C'est à Sciences Po à Paris. Et quand j'ai écouté tes interventions, en fait, je me suis dit qu'il fallait absolument que je t'invite sur Urban Street Reporters. Et les gens vont comprendre au fil de l'interview un peu pourquoi. Pourquoi? Ouais. Mais d'abord, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours scolaire, on va dire? Alors, mon parcours, j'ai un parcours plutôt atypique, même si je sais que beaucoup des jeunes des quartiers ont eu le même parcours que moi. Moi, dès le collège, j'étais pas très bon élève. En classe de troisième, j'ai été orienté vers ce qu'on appelle les voies professionnelles. Donc déjà, il y a un problème. On considère que les mauvais élèves sont obligés d'aller en professionnel. Ça... C'était un choix de ta part d'aller en Non, cours ou bien c'était pas c'était imposé, sachant que même si j'étais mauvais élève, j'étais pas catastrophique. C'est ce qui voulait dire que je pouvais aller entre guillemets en seconde générale, mais bon. Bref, donc j'ai eu une mauvaise orientation. J'ai été orienté vers une filière professionnelle mécanique, quelque chose qui me plaisait pas du tout, même si je considère que c'est des filières qui peuvent être qui peuvent être valorisées. Ouais. Mais en tout cas, j'ai eu un problème d'orientation dès le début. Donc j'ai eu du mal. Arrivant en terminale, j'ai pas eu mon baccalauréat. J'ai redoublé ma classe de terminale et j'ai ensuite eu le bac au bout de la deuxième fois. Donc j'ai un parcours scolaire à ce niveau-là un peu qui a été un peu difficile pour moi et pour mes parents aussi, qui m'ont soutenu, mais ça a été difficile pour eux parce que j'avais beaucoup de problèmes au lycée. J'ai changé plusieurs fois de lycée. En tout, j'ai fait 3 lycées. Et puis, une fois une fois le bac en poche, j'ai souhaité rapidement faire des études à l'université, ce qu'on pouvait encore faire, même si je sais que bientôt ça pourra plus être le cas. J'ai fait une première année de droit qui a pas très bien marché. J'ai fait un bac STG. J'ai fait en marketing. J'ai fait une première année de droit qui s'est pas très bien passée. Ensuite, t'es parti en licence, et ensuite, je suis parti en licence en sciences politiques, d'abord à l'université Paris 8. Là, ça s'est directement bien passé parce que j'étais dans un élément qui me plaisait. C'est une université qui est au sein d'un quartier populaire. C'est la meilleure université de France. On est d'accord. On est d'accord. Et malgré que j'avais accumulé des lacunes, je m'en suis quand même sorti, même si ça a été très difficile au début pour moi. Donc j'ai eu ma licence et la licence en poche. J'avais fait mon mémoire de recherche sur la crise syrienne, sur la guerre en Syrie. Donc je m'intéressais déjà beaucoup à ces questions-là. Et ensuite, j'ai fait un master à l'IHEL, donc l'Institut des études sur l'Amérique latine, en sciences politiques, où j'ai fait mon travail de recherche sur la Colombie. Donc juste après ça, j'ai commencé mon travail d'enseignant. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. C'est aussi longtemps que je me souviens, hein, dès la fin du collège, début du lycée, en fait, je me rendais compte que le travail d'enseignant était quelque chose qui me plaisait, alors que j'étais un mauvais élève. Donc ça peut paraître un peu paradoxal, mais au final, ça l'est pas. Et donc maintenant, actuellement, j'enseigne au lycée à Colombes, et ça va faire bientôt la deuxième année, bientôt 2 ans. Et voilà pour mon parcours à peu près. Déjà, moi je dis félicitations et bravo, parce que quand on regarde ton parcours, en fait, tu es passé par la pro, tu as passé un bac STG qui n'est pas valorisé aujourd'hui, faut se le dire. Et aujourd'hui, tu es quand même devenu prof d'histoire quand même à 28 ans. C'est ça, et je me rends compte, hein, que mon parcours est particulier, mais moi je veux pas dire que j'ai eu de la chance, parce que ça a été beaucoup de travail en fait. Et ce dont je me rends compte aussi aujourd'hui, c'est que ce parcours-là, il sera presque plus possible, malheureusement, puisque maintenant
à parcours égal, entre guillemets, un élève qui va passer le bac là dans les prochaines années, 2018, 2019, 2020, n'aura pas la possibilité d'intégrer l'université comme moi je l'ai intégré. Et donc Yacine, comme tu nous le disais tout à l'heure, actuellement tu es prof au lycée à Colombe. Et parallèlement à ça, tu es enseignant-chercheur. C'est-à-dire que là, tu es en train de travailler sur un travail Sujet. de recherche. Donc qui porte sur les musulmans en Colombie. Tu peux nous en dire un peu plus? C'est ça. Alors en fait, à la fin de mes études en master, donc j'ai soutenu mon mémoire de recherche, donc c'était l'année dernière, sur l'histoire des musulmans en Colombie, donc précisément liée à l'histoire de l'immigration orientale en Amérique latine, donc à savoir beaucoup de Libanais, Palestiniens, Syriens, mais aussi Égyptiens et même un peu maghrébins, donc des Algériens en Colombie. J'ai fait donc mon travail de recherche sur le terrain. Je suis resté un peu moins d'un an en Colombie, donc j'ai traversé, enfin je suis allé un peu dans toutes les grandes villes, donc à Bogota, à Medellín et à Barranquilla. Donc dans chaque ville à peu près, et il y en a d'autres aussi, mais ça c'est les trois plus importantes. Dans chaque ville, je suis allé à la rencontre des communautés musulmanes, donc à Bogota notamment. Je suis allé à la rencontre de l'imam de la mosquée de Bogota, donc Ilyas Merzouki. Mais pourquoi ce sujet? Pourquoi la Colombie? Quand on sait que tu es né et tu as grandi en France, pourquoi la Colombie? Bah en fait déjà moi l'Amérique latine ça m'intéressait déjà depuis que j'étais petit par rapport à mes parents en fait Et par c'est rapport sûr à que c'est pas à cause de Narcos. non ça c'est sûr parce que c'était C'était avant pas encore sorti. c'était pas encore sorti et c'est quand je suis arrivé sur place d'ailleurs que ça venait de sortir mais non moi sur l'Amérique latine en fait c'est lié à mes parents en fait mes parents qui écoutaient un peu de musique liée à l'histoire politique latino-américaine, liée à Cuba, Fidel Castro, Che Guevara et tout ça. C'est un sujet qui m'a passionné en fait et j'ai voulu aller sur place parce que bah, déjà la Colombie m'intéressait et malgré qu'on me disait ah mais c'est dangereux, les c'est souvent ce qui narcos, revient et même à travers le cinéma et les séries, c'est souvent le côté violent, le côté voilà, le côté drogue de ces pays-là qui revient. c'est Mais ça. dans la réalité, est-ce que c'est Dans la est-ce qu'il y réalité, a en que fait, ça? non. Dans la réalité, en fait, il faut dire qu'effectivement, il y a des problèmes liés au trafic de drogue. Effectivement, il y a un conflit entre les forces armées révolutionnaires colombiennes, donc les FARC, et l'État à ce moment-là. Parce C'est qu'aujourd'hui, fini, il y a un ouais, traité de aujourd'hui paix, c'est mais en tout cas, il y avait des zones qui effectivement étaient des zones de guerre. Ça, c'est une ok. réalité. Et en plus de ça, il y a la question du racisme qui s'intègre là-dedans, puisque la majorité des zones de guerre en Colombie, c'est les zones où il y a le plus d'Amérindiens et D'accord, d'Afro-Colombiens. Donc d'accord. ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, moi, lorsque je suis allé dans ce pays, j'ai pas trouvé T'as pas eu de problème j'ai pas eu particulier, de quoi. problème particulier. Alors maintenant, on va parler un peu du film Comme un loup. D'ailleurs, on a reçu le réalisateur du film, Alexandre. Est-ce que tu peux nous dire un peu quel a été ton rôle dans ce film documentaire? Aussi, comment tu as rencontré Alexandre? Alors, Alexandre, il était à l'université Paris 8, comme D'accord. moi. On était à l'IHEL aussi ensemble, donc à l'Institut des études sur l'Amérique latine. Et en fait, moi, le tournage du film, j'étais pas du tout participant, mais j'habitais dans le même quartier. Donc Dans le 19e. j'ai commencé à en entendre parler. Je suis allé voir la projection dans le 19e, effectivement. L'avant-première, c'était au mois de septembre dernier. Et de là, en fait, on a commencé à discuter. Et puis, il m'a proposé, en fait, de coordonner les débats pour Comme un loup, notamment dans le 19e. Et en fait, bah, de là, on a commencé à travailler ensemble là-dessus, à faire les projections ensemble et bah, à parler de la question de l'orientation et des quartiers populaires autour des projections. Qu'est-ce que toi tu penses du système scolaire en France? Ouf, globalement, le système scolaire en France, bah, déjà, pour ma propre On va expérience, dire pré-universitaire pour le moment. bah, pour ma propre expérience, je me suis rendu compte des lacunes du système scolaire et aujourd'hui, en tant qu'enseignant, je m'en rends compte encore. Oui. Bah, déjà, il y a une espèce d'apartheid géographique par rapport à la question de l'enseignement, puisque les collèges et lycées dans les quartiers populaires sont dépourvus de moyens. Il y a un manque de moyens énorme, que ce soit en termes d'infrastructures, ou en termes de budget pour des projets, ou en termes même de professeurs, puisque on se retrouve parfois dans des collèges et dans des lycées où les remplacements ne sont pas mis en place. Il y a des professeurs qui sont pas remplacés pendant des mois parfois, des élèves qui ont payé des profs de maths pendant 2 ou 3 mois ou des profs d'anglais. Donc le système scolaire français à l'heure actuelle, pour moi, il est clairement
Enfin, il y a clairement un problème parce que dans les quartiers populaires notamment, et même dans les milieux ruraux d'ailleurs, il y a un manque de moyens criants, ce qui amène à des difficultés qui deviennent de plus en plus importantes. Et sur la question de l'orientation scolaire, ça en pâtit. Et avec cette loi-là, cette loi Vidal, la question de l'orientation va être encore plus problématique puisque cela amène à une aggravation encore plus violente Donc des clairement, inégalités cette loi va scolaires. creuser les Les inégalités, quoi. inégalités. C'est clairement ça à mon sens, et je suis d'ailleurs pas le seul à le penser, puisque cette loi-là amène à les lycées qui pourront avoir un peu plus de marge de manœuvre sur la question de l'orientation. Donc on va beaucoup plus voir de quel lycée viennent les élèves, leur dossier. En fait, cette loi-là, elle aggrave des inégalités qui sont déjà existantes. C'est-à-dire que moi, je ne viens pas dire que cette loi-là amène des inégalités. Non, les inégalités existent déjà. Et pour toi, ça serait plutôt quoi la solution? Parce que ce problème-là, c'est pas des cas isolés. Même moi, personnellement, j'ai fait un bac STI, j'ai fait un BTS en électrotechnique. Aujourd'hui, je suis en master histoire. Et pour te dire qu'en France, il y a clairement un problème d'orientation. C'est-à-dire que quand on est jeune au lycée, au collège, on peut pas vraiment. C'est difficile aujourd'hui en France, dans le système scolaire, de savoir vraiment ce qu'on veut faire. Et pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait vraiment pour aider, pour pallier à ce problème d'orientation? Bah, moi, déjà, il faut une refonte du système scolaire total. Je pense qu'on peut plus enseigner et avoir un milieu scolaire en 2018 tel qu'il était déjà dans les années 60, 70 ou 80. Il y a énormément de choses à changer à tous les niveaux. Et je pense aussi une chose, c'est que à 14 ou 15 ans, on n'est pas conscient de ce qu'on veut faire plus tard. Moi, à 14 ou 15 ans, j'étais pas totalement conscient. Donc, je pense en fait qu'il faut rajouter peut-être des années au lycée. Ça paraît être une solution bizarre, mais en fait, je pense que on n'est pas encore prêt à 16 ans, 17 ans, 18 ans pour savoir ce qu'on veut faire exactement, en tout cas au sein de tous les élèves en général. Et deuxième point sur ce qu'il faudrait faire, bah, en fait, c'est la question du budget. Il n'y a pas de secret. Là, on est dans un gouvernement, et de toute façon, c'était la même chose avec les deux précédents gouvernements, qui ne cessent de baisser les budgets, qui ne cessent de couper dans le budget de l'éducation nationale, et ce qui amène à des lycées qui ont plus de moyens, et des élèves qui sont décrocheurs. Pourquoi? Parce que le lycée n'a plus de moyens de maintenir un enseignement de qualité, d'avoir une équipe pédagogique de qualité, ce qui fait que le décrochage amène à des problématiques, et ces mêmes élèves-là vont se retrouver parfois sans retour à une scolarité normale, et en plus de ça avec le chômage qui amène à des problèmes sociaux encore plus graves. Et toujours en rapport avec la scolarité, tu travailles aussi avec un collectif ou une association qui s'appelle le Front de Mer. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors effectivement, le Front de Mer, donc c'est un collectif qui se veut syndicat, donc qui a été fondé par deux personnes, dont Fatima Wassak. Et en fait, ça répond à un manque dans les syndicats de profs et de parents d'élèves sur les questions liées aux discriminations notamment. Ça répond à un manque, et ça répond à un manque clair en fait, et une expérience ressentie et vécue par beaucoup de parents d'élèves, dont donc cette personne qui a fondé ce syndicat, à savoir des syndicats existants avec la FCPE, qui vont minimiser les questions de discrimination, qui vont dire qu'en fait c'est pas une question sur laquelle il faut travailler, alors qu'il y a des problématiques énormes aujourd'hui sur la question de discrimination dans les collèges et dans les lycées, énormément aussi de questions annexes par rapport aux questions de discrimination, comme la question de la cantine, sur laquelle le Front de Mer travaille énormément, notamment à Bagnolet. Et donc le Front de Mer, en fait, se veut être un syndicat, en fait, ouvert à ces questions-là. Il faut rappeler juste que c'est un réseau de mères, c'est des mères qui ont leurs enfants dans les écoles. Donc, à la base, ça part d'une initiative de la part de parents d'élèves, mais il y a aussi des enseignants. Il y a aussi des enseignants, il y a aussi des assistants d'éducation, donc les AED, il y a aussi des AVS, il y a aussi des CPE qui travaillent au Front de Mer. Quel est ton rôle donc moi, en tant qu'enseignant, en fait, on travaille sur ces questions-là des discriminations, et notamment avec une association qui s'appelle la lutte contre les discriminations à l'école, notamment avec Fabrice Dume, donc un universitaire qui travaille sur ces questions. Et moi, en fait, je participe aux différentes interventions sur ces questions, et au sein même de l'établissement, on essaie de faire en sorte que ce syndicat émerge en parlant aux parents d'élèves, aux enseignants, aux AED. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Front de Mer s'appelle Front de Mer. Pourquoi? Parce que c'est souvent les mères, en fait, qui sont
en avant sur ces questions-là. Et en dehors de tout ça, il t'arrive également de faire de la radio, d'écrire des articles, d'animer des conférences. Qu'est-ce que tu fais d'autre qu'on ne sait pas encore? Alors moi c'est ça en fait, c'est que je fais beaucoup de choses autour du militantisme en fait en général, c'est que D'accord? toutes ces questions-là des discriminations sont liées à d'autres et des choses que j'ai vécues et des choses sur lesquelles je travaille aujourd'hui. Donc effectivement, j'avais fait un article sur les violences policières en tant que personne ayant vécu ces violences policières, notamment à Astin, au Clos Saint-Lazare, dans la cité Salvador Allende. D'accord. Donc j'avais fait un article là-dessus et c'est en fait une question qui, à mon sens, est fondamentale dans le militantisme, la lutte contre les violences policières. Donc effectivement, je fais partie de ces personnes qui luttent par rapport à ces questions-là. Et c'est une lutte des quartiers populaires. Donc moi, si on me demande qu'est-ce que c'est ma lutte, c'est les quartiers populaires. Et c'est lié à la question de l'enseignement, c'est lié à la question de l'orientation scolaire, c'est lié à la question de discrimination et aussi des violences policières. Au-delà de ça, au sein du 19e arrondissement, a été fondée la radio 20-1 donc par Bakary Sako, Samba Doucouré et Lucas. Et en fait, je fais partie de l'aventure. Donc effectivement, on a fait quelques interviews. Donc j'avais interviewé Hamzat Boukari Abara sur la question du franc CFA. Donc on parle en fait de plusieurs problématiques qui nous touchent. Dans le sens où je pense que le franc CFA fait partie aussi d'une lutte entre guillemets française, puisque beaucoup de personnes en France sont issues de ces pays-là et ces questions-là, en fait, résonnent à travers l'histoire. En tant qu'enseignant d'histoire, je me souviens que la question du franc colonial touchait aussi beaucoup de pays en Afrique du Nord, dont le Maroc. J'avais interviewé aussi un personnage du mouvement associatif dans le 19e qui s'appelle Issa Doukanti pour parler des violences entre jeunes dans le 19e arrondissement. Donc effectivement, au-delà de mon travail d'enseignant, du fait que je sois membre du Front de Mer, on fait aussi, on essaie à notre niveau de faire un travail médiatique en fait pour se réapproprier cette parole-là, qui je pense est clairement problématique au sein des médias de masse, puisqu'on parle souvent des quartiers de façon négative. Et nous, on souhaite en fait autour de Radio 20-1 se réapproprier nos problématiques et en parler avec des personnes issues des quartiers populaires. On sent qu'il y a un fort engagement chez toi. On pourrait même te qualifier de militant. Mais comment est né cet esprit militant chez toi? Il me semble que le décès d'Adama Traoré a joué un rôle. Effectivement, ça a été un peu sur la question des violences policières, ça a été effectivement un catalyseur, même si moi je fais partie de la génération, même si j'étais petit, qui ont vécu 2005 aussi. Donc ça fait 2005, ça fait déjà longtemps, ça fait 13 ans, mais ça fait partie des événements, socio-historiques importants dans mon militantisme. Mais moi, ce que j'oublie pas aussi, c'est que si j'ai aujourd'hui si je fais aujourd'hui ce travail de militant, c'est aussi en fait par rapport à mes parents. Parce que par rapport à l'histoire que eux ont vécue en Afrique du Nord et l'histoire de l'immigration, l'histoire de l'arrivée en France, lorsque les parents nous la racontent, on peut que devenir militant en fait, comprendre que ils ont subi des discriminations, des violences symboliques, des micro-agressions qui peuvent être violentes à la longue, d'humiliation en France. Et je pense que c'est quelque chose d'ailleurs qui doit être fait par tous nos jeunes en fait, essayer de questionner leurs parents sur l'histoire de leur immigration pour comprendre en fait. Quand on regarde le programme scolaire aujourd'hui en France, il y a beaucoup de choses problématiques. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, que voilà, nous, personnes issues de l'immigration, aimeraient voir enseigner. Et comment tu fais comment tu fais avec tes élèves pour rester pour respecter ton... C'est une très bonne question. Tu vas m'attirer des problèmes. C'est une très bonne question. En fait, moi, je suis tout simplement le programme. D'accord. C'est juste que sur plusieurs questions, notamment liées à l'immigration et notamment liées à l'Afrique du Nord, à l'Afrique de l'Ouest, il y a des petites évolutions qui ont été faites au sein de cette histoire dans le programme français, même si on aimerait aller plus loin, mais l'histoire de l'esclavage, par exemple, l'histoire de la traite négrière, est évoquée quand même dans les programmes du collège, l'histoire de la colonisation et de la décolonisation aussi. C'est juste que ça prend pas la place qu'il faudrait et l'angle qui est pris est pas forcément celui qu'on aimerait qu'il soit. Donc moi, ce que j'essaye de faire en fait avec mes élèves, c'est que j'essaie de faire en sorte qu'ils se réapproprient ces questions-là. Lorsque je fais ce cours-là, par exemple, je fais en sorte que ça soit eux
qui essaye de rentrer dans ce débat-là, tout en restant en fait dans le programme, parce que c'est une obligation en fait. Ouais. En fait, des fois, il y a des évolutions positives, puis ça s'enlève. Pas en arrière aussi. Pas en arrière, pas en avant. Donc aujourd'hui, je pense que effectivement, en fait, on devrait faire des états généraux sur la question de l'enseignement et du programme d'histoire en France, parce que il y a un gros travail à faire, c'est sûr. Et par rapport à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, est-ce qu'il y a des projets concrets à venir que tu as déjà en tête? Un livre par exemple ou autre? Ben moi en fait par exemple sur mon sujet de recherche sur l'histoire des musulmans en Colombie et de façon plus large en Amérique latine, je travaille actuellement pour une publication courant 2019 d'un petit livre introductif en fait sur l'histoire des musulmans en Amérique latine, puisque c'est un sujet en fait qui est absent en France. Il y a quelques petits articles, mais la majorité des sources et des ressources sont en espagnol ou en anglais. Donc si tout se passe bien, courant 2019, je compte faire en sorte que ça soit publié. Puis sur les questions en fait de l'orientation scolaire, on veut aussi travailler et créer du contenu vidéo sur le même format que ce qui avait été fait il y a quelques années par Stop Control au Faciès, qui avait amené plusieurs personnalités pour parler de leur premier contrôle au faciès. Là, ce qu'on aimerait bien faire, en fait, c'est parler avec des personnalités militantes ou pas, des stars entre guillemets ou pas, des personnes de tous les jours, sur leur propre expérience de l'orientation. Parce qu'en fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a peu de contenu et peu de ressources pour dire qu'on est beaucoup en fait à avoir des problèmes d'orientation. Cette interview touche à sa fin. Alors, pour te remercier d'être venu chez nous ici, on t'a préparé un petit cadeau. Donc voilà, c'est cette petite carte-là. Donc, est-ce que tu peux l'ouvrir, la décrire un peu, et puis nous dire ce que ça t'inspire, ce que ça te dit? Il était une fois, avec deux personnages, Herman Street Reporter. Qu'est-ce que ça m'évoque? Bah déjà, je vois un jeune avec le survêt de Barcelone. Voilà, il n'a pas la bonne équipe, lui. Il n'a pas du tout la bonne équipe. Voilà. Donc je vois deux jeunes, et il y a écrit « Il était une fois ». Ben, en tant qu'enseignant d'histoire, pour moi, chaque histoire commence par « Il était une fois ». J'aimais beaucoup le dessin animé par Castor pour ça quand j'étais petit. Raconte-nous une histoire. Parce que ça m'évoque, en fait, c'est l'histoire. Je vois que c'est deux jeunes dans un quartier populaire. L'histoire des quartiers populaires. Donc quand je pense à l'histoire des quartiers populaires, je pense beaucoup à l'histoire du mouvement immigration banlieue. Ça serait c'est très important à mon sens de réévoquer en fait ces mouvements de lutte qui ont lutté avant nous, qui ont milité avant nous, pardon, et dont on devrait, à mon avis, s'inspirer, puisqu'ils ont une ligne idéologique très intéressante d'union en fait dans les quartiers populaires. Et donc quand je pense « Il était une fois » et que je vois deux jeunes dans un quartier populaire, je pense à ça. Bah, t'as tout dit en fait. En fait, nous aussi, on a choisi cette carte, c'est déjà parce que t'es prof d'histoire. Et comme tu as dit tout à l'heure, toutes les histoires commencent par « Il était une fois ». Et puis au cours de cette interview, on a beaucoup parlé d'histoire, de l'histoire de nos ancêtres, de l'histoire qu'on enseigne à l'école, de ce qu'on doit apprendre, etc. Et donc, c'est un peu ce condensé-là d'explications qui est représenté sur cette carte. Bah, je vous remercie beaucoup, parce que c'est une belle carte en plus. Alors, pour terminer, Yacine, est-ce que tu as un dernier mot pour tous ceux qui nous regardent? Un dernier mot, ben soutenez l'équipe de Liverpool pour Mohamed Salah. Non, je rigole. Sur la question de l'histoire, hein, ne négligez pas votre histoire, l'histoire de vos parents, l'histoire de vos grands-parents, l'histoire de vos ancêtres, parce que l'adage classique, n'oublie pas d'où tu viens pour savoir où tu vas, est réellement quelque chose d'important, puisque c'est en se connaissant bien qu'on peut avancer. Pris pour la mobilisation, l'espoir après la crise. Je veux pas être victime de l'histoire, je veux que mes enfants l'écrivent. Parce que je crois en leur avenir, aux fruits de leur effort. Or, pétrole, terre, école, espoir, jeunesse, rêve, refrain. Conflit militaire au Mali, blackout. Longue vie à la France-Afrique, blackout.